Fiona Bowman nous fait le plaisir de bien vouloir modérer le débat des trois personnes qui sont là, que je vais te laisser présenter. Oui, très bien. Se présenter. Merci déjà à vous de votre présence. Et j'ai pu comprendre que vous avez même déjà un peu préparé cette table ronde. Donc je ne doute pas qu'elle va être très intéressante. Vous êtes tous un petit peu croisés jusqu'à maintenant, mais on a donc pour cette discussion Stéphane Gallet, qui est auteur du jeu de rôle Les Tigres Volants. Tigre volant. Jeu de rôle de science-fiction, donc sans méchant ni méta-histoire, si j'ai bien compris. Oui, c'est un gros mensonge, mais oui. Mais c'est un mensonge qui fait donner de l'intérêt au jeu. Tout à fait. On a aussi Alice Bottarelli, qui est actuellement doctorante en français moderne entre Lausanne et Paris-Nanterre, et qui, lors de son deuxième master à la Haute École d'Art de Berne, qui a fait un deuxième master à la Haute École d'Art de Berne en écriture créative, et qui organise depuis 5 ans donc, des ateliers d'écriture amateur. Oui, exact. Et enfin, on a Pierre Saliba, qui est auteur du jeu de rôle Sorcière et Sortilège, s'adressant, je ne veux pas dire seulement, mais disons principalement aussi aux enfants de 6 à 12 ans, même à partir de 4 ans, avec un système de pictogrammes pour les enfants qui ne sauraient pas encore lire. Et voilà, je ne vais pas trop en dire pour vous laisser vous mettre en avant des éléments d'expérience, de jeu, d'écriture qui vous paraîtront pertinents. Mais peut-être une première question pour lancer cette discussion autour du jeu de rôle et de la création littéraire. On a fini cette journée en parlant de Lovecraft et de création collective, dans l'écriture comme dans le jeu de rôle. Vous qui êtes auteur, qui êtes dans le milieu de l'écriture, est-ce que vous voyez des parallèles, des points de réflexion, de friction entre ces deux univers-là ? Entre l'univers Lovecraftien et puis nos univers respectifs, voilà. D'écriture collective. Ouais. Ouais, il va falloir que quelqu'un se lance. Alors, si vous permettez, j'attaque. On a un peu discuté en amont, donc on va essayer aussi de remettre ce qui a déjà été dit sur la table. Ça serait dommage que vous assistiez à une suite de conversations sans avoir eu le début. En fait, finalement, jeu de rôle et création littéraire, on pourrait parler de différences ou de similitudes. Ce qui nous a semblé essentiel, c'est déjà le manuel lui-même. Dans une de nos discussions préliminaires, je comparais de manière un peu, je dirais un peu fantasque un manuel de jeu de rôle. J'ai dit, mes propres termes, c'est aussi intéressant à lire qu'un manuel de machine à laver, ce qui a fait bondir l'ami Stéphane, ici présent. Et je suis prêt à en découdre maintenant avec la plume, si tu le veux bien, Stéphane. Voilà, moi, c'est déjà le principale différence. C'est qu'un livre est fait pour emporter, et alors qu'on peut voir certains manuels de jeu de rôle, je mets des gros guillemets, comme un manuel d'utilisation. Donc, c'est-à-dire que le plaisir de la lecture devrait être là, mais est aussi secondaire, c'est un manuel technique. Donc, voilà, je voulais juste soulever ce point entre la différence création littéraire, création holistique. Alors après... Puis ce que ça pose à cet égard, c'est le statut de l'œuvre. Est-ce que l'œuvre d'un jeu de rôle, c'est le jeu de manière générale ? Est-ce que c'est le manuel lui-même ? Est-ce que c'est chaque partie qui est une œuvre différente ? Et de la même manière, pour les ateliers d'écriture collective, est-ce que c'est ce qui est en train de se jouer autour de la table quand on écrit ensemble, où il y a plein de similitudes avec la dimension ludique, la dimension de gestion, des rôles pris par chacun ou chacune, de prise de décision collective, résolution de problèmes liés à une narration qu'on co-crée. Et puis, cette question de l'octorialité diffractée aussi, qui est à la fois propre au jeu de rôle, où il y a un auteur du jeu à la base, mais il y a des joueurs qui sont aussi des acteurs, des lecteurs, des spectateurs, et voilà, des performeurs. Donc les deux, en fait, questions que pose tant le jeu de rôle que les ateliers d'écriture collective à la littérature, c'est, nous semble-t-il, la question de l'octorialité et puis la question du statut de l'œuvre, en fait. Alors, mon point de vue au niveau quand on parle du manuel, ce qu'on appelle le livre de base, dans le jargon du jeu de rôle, c'est oui, ça peut être ultra pénible à lire. On est d'accord. En fait, le truc, c'est quand on parle de manuel d'un livre de base, il y a beaucoup de choses dedans. Vous allez avoir toute la partie mécanique, savoir comment est-ce qu'on crée un personnage, comment est-ce qu'on résout une action. Et ça, effectivement, c'est souvent assez aride. On a toute la partie contexte qui va décrire dans l'univers dans lequel se déroule le jeu.
qui peut être aussi tout aussi agréable à lire qu'une page Wikipédia. Mais souvent, quand on a des univers qui sont un tantinet, qui ont une certaine personnalité, de plus en plus, on voit quand même apparaître des jeux dans lesquels le style d'écriture est important. On parlait tout à l'heure de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, où ce côté style d'écriture était mentionné un peu. Moi, je citerai un ouvrage qui est un chouïa ancien maintenant, mais qui est quand même très intéressant de ce point de vue-là, c'est Château Falkenstein, Castle Falkenstein en anglais, qui est rédigé, oui, voilà, il est rédigé comme un journal intime, et c'est un jeu qui invite les joueurs à écrire le journal intime de leur personnage aussi. J'ai écrit Tigre Volant, qui est un jeu de science-fiction, mais là récemment j'ai aussi travaillé sur l'adaptation en jeu de rôle d'une bande dessinée qui s'appelle Freak Squill, qui est une bande dessinée, on va dire, dans laquelle on va jouer des jeunes super-héros qui sont dans une université pour super-héros. Il y a un ton décalé dans la bande dessinée, et je me suis appliqué à essayer de reproduire ce ton décalé, ce côté un peu foufou de l'univers, tout en restant sur un fond sérieux, parce que pour moi, ça fait partie de l'intérêt du jeu. Je veux, quand on lise le jeu Freak Squill, qu'on retrouve tout ou partie de l'ambiance de la BD. Parce que c'est pas la peine, c'est pas non plus un truc de super-héros hyper sérieux, c'est pas non plus un truc qui va partir dans tous les sens. Il y a une certaine structure, il y a un certain regard sur le monde, et que je trouve important, et je pense que maintenant, beaucoup de jeux aussi visent ça. Les jeux de rôle sont des univers qui parlent, qui donnent, qui ont un avis sur un monde, et il faut que ça se transpose aussi sur le manuel de jeu. J'avais envie de rebondir sur une phrase hyper importante que tu as dit, Alice, c'est « Où s'arrête l'œuvre ?» en fait. Parce qu'en fait, finalement, là, on parle du manuel. Mais est-ce qu'un jeu de rôle, c'est juste un objet à lire, finalement En fait, tout au long de l'après-midi, là, en écoutant les présentations brillantes émanant de Jean Briand, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je ne suis pas du tout littéraire, j'ai aucune prétention. Voilà, je suis de formation scientifique, et vraiment, j'aurais de la peine à atteindre votre niveau de sophistication du langage, de concepts. Il y a des trucs, je suis désolé, mais il y a des trucs, je n'ai pas le niveau pour avoir compris certains concepts que vous avez développés. Mes excuses. Mais résultat, je me suis remis en question, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai trouvé Sorcières et Sortilèges, en fait, le jeu dont je suis l'auteur, c'est un jeu qui se base sur les contes, pas forcément les contes de Grimm ou de Perrault, pas les contes écrits, mais plutôt l'oralité du conte. J'ai été élevé avec Pierre Gripari, Roald Dahl, enfin les livres à écouter quand on était gamin. Un conteur que j'adore, c'est Yannick Jolin, un conteur du Marais Poitevin. Et voilà, Sorcières et Sortilèges, c'est un jeu qui se base sur l'oralité. Donc en fait, où s'arrête l'œuvre? Certainement pas au bouquin. Enfin, ça, c'est mon avis. Et la co-création, en fait, c'est ça aussi le truc. C'est là où on peut retrouver un aspect littéraire. L'octorialité diffractée, j'aurais appris un mot super aujourd'hui, merci beaucoup Alice. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'après le manuel, au-delà du manuel, on arrive, on pose sur la table un univers, le maître du jeu est l'encadrant, mais l'univers se crée, et le scénario c'est une ligne directrice, mais après il y a une histoire qui se développe, et finalement l'univers appartient-il plus à l'auteur qu'à ses propres joueurs? Oui, et ça me permet de rebondir aussi juste sur l'idée d'atelier d'écriture collective, qui est pour moi un challenge où je m'aventure depuis pas si longtemps, quelques mois ou une année à peu près, dans le cadre des ateliers avec des amis, où ça, justement cette question-là de comment on va négocier une œuvre commune, avec quelle méthode on implémente vraiment de la collectivité ou de la communauté dans un texte, ça paraît super intéressant, parce qu'on a eu un peu deux modus operandi, on va dire, qui serait le premier d'écrire un texte de la manière la plus instinctive, sur le mode du cadavre exquis, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence, puis on fait tourner un papier ou un ordinateur, et les autres complètent, avec une petite possibilité éventuellement de complexifier le truc en disant qu'on peut compléter à n'importe quel niveau. Donc on peut rajouter du texte avant, rajouter du texte après, modifier en cours de route ce qui a déjà été écrit, voire supprimer des passages, et puis à la fin ça donne un texte où tout le monde a mis sa main à la pâte sans qu'on sache qui a collaboré à quoi. Mais ça, c'est quand même une modalité d'écriture où, disons, la dimension collective
met en place de manière organique, où le texte fait un peu tout seul, mais on n'a pas vraiment collaboré de manière conscientisée. Et on est resté quand même chacun derrière son ordi, tour à tour. Et puis, une autre modalité qu'on a expérimentée plus récemment, dans l'idée vraiment de aussi explorer la dimension sociopolitique presque du geste d'écriture collective dans la négociation que ça implique, c'est de se dire, on crée un univers commun, et puis ensuite on va trouver ensemble comment négocier les différents conflits, les différents nœuds narratifs, les tensions au niveau de la diégèse, entre les personnages, etc. Et puis là, on a procédé de différentes manières, soit en décidant ensemble qu'on allait trouver un régime narratif, un univers, etc. Une fois, par exemple, on s'est dit, on va aller au plus simple, on crée un univers qui est le nôtre maintenant, aujourd'hui, un régime réaliste, et puis l'histoire se passe dans un huis clos en une soirée avec autant de personnages que nous sommes d'écrivains ou écrivaines. Et puis ensuite, de décider un peu à bâton rompu de l'avancée de l'histoire, où on découvrait en même temps, et puis ça m'a fait penser vraiment à l'idée de jeu de rôle, on découvrait en même temps ce qu'on inventait nous-mêmes et ce qui se passait nous-mêmes, en disant là il faudrait qu'il se passe telle chose, et une des premières histoires s'est trouvée se baser en grande partie sur le Cluedo, en fait, c'est pour ça que ça m'a aussi intéressé, parce que finalement c'est effectivement un truc qu'on a l'habitude de faire, le polar on connaît, et puis on a découvert au fur et à mesure qu'en fait le personnage qu'on pensait avoir été assassiné, finalement on n'avait pas besoin de meurtrier, en fait il était mort tout seul, quoi. Et sur cette idée de co-construction d'une histoire en cours, je trouvais ça assez intéressant pour ce que ça permet de mettre en question dans la dimension politique, comment est-ce que les décisions sont prises au niveau des joueurs, joueuses ou écrivains, écrivaines. Et ça, je me demandais comment vous le viviez. Déjà, vu que tu as déjà mis ça en place, est-ce que tu as déjà mis en place un corpus de règles pour cette co-création ? Ça me fait penser à la soirée où Frankenstein a été un peu inventé avec Mary Shelley et son mari et deux amis. Enfin, je sais pas, la façon dont tu as décrit, je me suis imaginé que c'était un peu ça. Est-ce que vous avez établi des règles, une hiérarchisation des paroles ou des trucs comme ça ? Oui et non. Après, je veux pas non plus monopoliser la parole, j'ai l'impression si vous avez d'autres... Mais il y en a qui se sont mises en place presque spontanément, dans l'espèce d'idée, justement, qu'on n'allait pas avoir une seule personne qui parle et les autres qui écoutent, qu'on essayait de faire circuler le pouvoir. Donc ça s'est fait de manière presque organique ou juste pas... Voilà. Et puis, d'autres fois, on s'est dit aussi qu'on allait spécifier un certain nombre de règles. Par exemple, une fois, on s'est dit qu'on allait on allait piocher au hasard un traître parmi nous qui devait faire saboter quelque chose, et on ne savait pas s'il devait faire saboter la narration, la contrainte thématique, l'interaction entre les joueurs et les... il y a eu plusieurs expériences de ce type-là, et les traîtres chaque fois sont intervenus à différents moments et de différentes manières. Il y a un traître une fois qui a essayé de faire déroger tout le monde à la contrainte thématique qu'on s'était donnée. Une autre fois, un traître a fait retarder son personnage le plus possible pour que le récit patine, quoi. Donc ça faisait partie des contraintes qu'on s'est données. Après, peut-être nous, on peut donner des exemples. Stéphane, c'est ce que... Donc là, ce que tu dis à propos de style d'écriture, ça rappelle beaucoup à ce qu'Audrey disait à propos de l'autorité partagée. Quand on commence à donner pendant très longtemps, en fait, le jeu de rôle, c'était l'idée, on avait des joueurs, un meneur de jeu qui disait ce qui se passait, les joueurs qui réagissaient à ça. Maintenant, de plus en plus, on voit arriver des jeux où on a les joueurs qui prennent l'initiative d'eux-mêmes de la narration. Ce sont des mécaniques de jeu, des systèmes de jeu qui se mettent en place depuis maintenant, on va dire, une vingtaine d'années à tout casser. C'est un petit peu les idées forgiennes qui commencent à arriver à maturité et qu'on voit apparaître maintenant dans des jeux. Et c'est très intéressant parce que ça casse un petit peu cette idée. Il faut voir un petit peu, quand on a un jeu de rôle, on a, en tout cas à la base, trois niveaux d'auteur. On a l'auteur du jeu en lui-même, on a le meneur de jeu ou la personne qui a écrit le scénario. Des fois, on peut même en avoir un quatrième parce qu'on a la personne qui a écrit le scénario, le meneur de jeu qui va plus ou moins l'interpréter, l'adapter. Et puis on a les joueurs qui vont intervenir dans cet univers. Et on ne peut pas dire que que le jeu de rôle c'est l'œuvre finale, c'est tout ça à la fois. On a vraiment ces trois ou quatre niveaux qui, de mon point de vue, font que le jeu de rôle est le jeu de rôle. On a cette partie métafiction, cette partie métafiction, donc le scénario en lui-même, et ce que les joueurs vont en faire, ce que les joueurs et le meneur de jeu vont en faire. Je ne sais pas toi, Stéphane, après,
je veux pas centrer la parole juste sur le jeu de rôle, hein. Après on est censé parler de littérature et jeux de rôle, mais peut-être juste pour rebondir là-dessus, mais une méthode que j'aime bien faire justement en courte partie, c'est poser des règles à la co-création. C'est-à-dire que en tant que maître du jeu, je suis un peu l'arbitre. À un moment, on se dit, bah voilà, pendant un quart d'heure, on va faire des tours de table, et puis chacun va décrire, on est dans une scène d'intrigue ou d'action, peu importe, mais chacun va amener un élément auquel on n'avait pas forcément pensé. Un PNJ, un personnage non-joueur, une interaction. Et voilà, on fait une espèce de parenthèse. On change les règles du jeu, on casse un peu le rythme, et en courte partie, on va dire, bah voilà, maintenant on va faire où je me retire complètement de mon rôle de maître du jeu, ou au contraire, je viens à votre niveau, on horizontalise la création. Et je trouve que c'est vachement bien, et je pense qu'on aurait vraiment à gagner en fait à se rapprocher un peu de méthodes de création littéraire pour agrémenter les parties de jeu de rôle. C'est vrai que c'est un peu triste en fait d'avoir le MJ seul qui parle et les joueurs qui... voilà, c'est vrai que ça a un peu passé, ça allait bien quand c'était du wargame le jeu de rôle. Mais... C'est triste, mais en même temps c'est confortable. Oui. Alors il faut quand même voir aussi qu'on joue pour s'amuser et que c'est pas forcément du goût de tout le monde de se lancer dans des histoires de narration partagée où soudainement on se retrouve avec l'idée de partage de pouvoir avec le meneur de jeu. Il y a pas mal de gens qui sont pas super confortables là-dessus. Je voulais pas être méprisant du tout, hein. Moi, je disais, c'est triste, il n'y a que ça. Après, je pense qu'il faut varier les plaisirs. J'adore, je sais pas, la tarte aux fraises, mais je me ferai pas des plats entiers de tarte aux fraises pendant une semaine. Voilà, c'est bien de varier, quoi. Et le style de meneur de jeu classique, je pense que c'est impossible de passer à côté, mais c'est vrai qu'il faudrait profiter de l'expérience justement, pourquoi pas des ateliers d'écriture pour enrichir le jeu de rôle. Moi, j'aurais envie de dire, est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce que par la pratique de jeu de rôle, on pourrait enrichir la pratique littéraire ou des trucs comme ça ? Ouais, j'allais dire exactement ça. C'est marrant, j'ai peu pratiqué le jeu de rôle, donc je sais pas quelle est la part de cette maigre pratique qui influence mon inconscient quand je propose des ateliers d'écriture en groupe, ou notre inconscient quand on se propose des ateliers. Mais j'ai l'impression qu'il y a souvent cette espèce d'idée de dire quand on écrit collectivement, chacun a un personnage. Ce qui permet aussi de justifier les différences stylistiques parce qu'on a chacun des voix différentes. Et si on est en focalisation interne avec un personnage, c'est très facile de dire de justifier cette incohérence textuelle globale en disant mais on est en alternance avec les points de vue de tel ou tel. Ce qui permet de dire s'il y a quelqu'un qui a une écriture très lyrique ou avec beaucoup de second degré, ou au contraire avec, je sais pas, du pastiche. Enfin, voilà. Chacun pourra y trouver son compte. Et puis, mais du coup, dans l'idée aussi, peut-être du jeu de rôle, qu'on mène un personnage à travers un arc narratif. Et chacun est responsable de son personnage et de son arc, on va dire, ou de ses enjeux, de ses objectifs. Et puis ensuite, ça va se tresser à un autre niveau quand on va interagir. Et c'est plus difficile de faire des créations collectives où on décide d'avoir un personnage commun, par exemple, pour tout le monde. Ou bien on décide que d'un coup, quelqu'un fait la voix narrative. Donc voilà. Donc, du coup, la pratique du jeu de rôle, en fait, j'ai l'impression qu'elle est presque une évidence déjà de base et qu'elle nous permet... Je n'ai pas l'impression que tu es déjà en plein dedans, parce que si tu dis que tu fais un rôle de traître qui a lui déjà un enjeu, un arc narratif, c'est déjà... Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de jouer à ton truc, en fait. J'ai envie de pratiquer. Après, peut-être, justement, là, on est tellement proche du jeu de rôle, mais en tant qu'experte en création littéraire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Est-ce que le jeu de rôle ne pourrait pas amener quelque chose carrément dans une création personnelle, pas forcément dans une co-création ? Ouais, sans doute. Ça, c'est Stéphane qui disait que beaucoup d'auteurs de littérature de genre avaient été des rôlistes. Ils sont toujours, effectivement. En tout cas, c'est assez évident en francophonie, où si on regarde un petit peu les grands auteurs, on va dire, qu'on croise dans les salons, dans les littératures de l'imaginaire, sont quasiment tous, ou ont été, soit ils sont rôlistes, soit ils ont été rôlistes. Et c'est des évidences. Pierre Pével, Maxime Chatham, Jaworski, bien évidemment. Enfin, rien que ces trois noms-là, qui sont quand même parmi les trois grands personnages de la littérature fantasy, littérature de l'imaginaire française, ça fait que c'est quand même des anciens rôlistes ou des actuels rôlistes. Après, on dit souvent que les rôlistes sont des romanciers frustrés. C'est pas complètement faux. Je parle d'expérience. J'ai écrit moi-même des romans, donc j'écris des fanfictions dans mon propre univers, on pourrait dire. Ce qui est vraiment la loose. En fait, ce qui est vraiment la loose, c'est que je suis le seul à écrire des fanfictions dans mon propre univers.
Exactement. Mais il y a toujours... Hein Signer du quel nom? Le nom du mien, hein, je veux dire carrément, non, là j'assume total. Hein. Je te comprends, je suis le seul public qui vient à mes propres concerts aussi, donc Ouais, c'est un petit même concert. Et, mais il y a vraiment... Il y a un attrait de l'écrit, il y a un attrait du livre, il y a un attrait du roman, il y a quand même une certaine mystique du roman, on va dire, et qui attire, dès qu'on commence à faire de l'écriture, ça attire toujours un petit peu. Je voulais juste rebondir sur l'histoire de l'écriture collective et ce que peut amener le jeu de rôle, là encore sur un exemple qu'avait cité Audrey, si mes souvenirs sont bons, c'est Microscope. Microscope que j'ai testé, donc je peux parler aussi d'expérience, qui est un jeu qui est assez excellent pour créer des contextes de façon collective. On va créer des cartes événements, on va créer des périodes, et ça peut être des choses microscopiques, ça peut être par exemple la dernière année du roi machin, comme ça peut être l'expansion galactique de l'Empire humain jusqu'à sa deuxième galaxie, ce qu'on avait fait avec des amis. Donc il y a vraiment et il y a cette possibilité de zoomer. La raison pour laquelle ça s'appelle Microscope, c'est qu'on peut aller du très grand, de la période, jusqu'à une scène, qui peut être la scène, genre la découverte de l'antimatière dans le laboratoire du professeur machin. Enfin, mais il y a vraiment cet aspect où on crée un contexte et on peut aller assez loin comme ça. Puis de manière générale aussi, j'ai l'impression qu'en atelier d'écriture, que ce soit des créations collectives ou singulières, un des trucs qui marche très bien et qui est même parfois nécessaire, c'est la question de la contrainte, tout simplement, qui finalement, paradoxalement, offre une plus grande liberté. Parce qu'on sait de quoi partir, et puis c'est plus drôle de jouer, même de jouer à déroger cette contrainte, que si on veut même avoir une liberté encore maximale, mais plutôt que de partir de rien. Et du coup, en ça, il y a la dimension ludique qui est très forte, évidemment, dans ce que permet le jeu, à la fois à titre anthropologique, social, heuristique, cognitif, de partir d'un cadre, en fait, et puis de voir ce que comment ça nous met dans nos propres limites, ou ça nous remet en question. Et puis du coup, il y a plein de contraintes qui sont aussi celles des jeux de rôle, peut-être, qui pourraient être implémentées en atelier d'écriture. Justement, l'idée qu'on est dans un univers donné, ou bien, je sais pas, un personnage a telle compétence, ou on a aussi des cartes personnages. Beaucoup d'auteurs fonctionnent avec des fiches personnages, qui sont les mêmes que peut-être pour les jeux de rôle, si je m'abuse. Oui. Après, il y a plusieurs formats, mais oui, en tout cas, c'est le concept est là. Il y a un truc qui me fait c'est vrai, qui me fait bien envie, c'est souvent quand on écrit un scénario, on est sans arrêt piégé par la non-linéarité de ce qu'on est en train d'écrire. On n'est pas en train d'écrire un récit, on n'est pas en train de se dire, ok, sauf dans le cas de Microscope, effectivement, où là on peut déterminer une suite d'événements, c'est le but du jeu. Mais en écrivant un scénario, seul ou à plusieurs, se pose toujours la question, oui, mais là, s'ils font ça, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, je dirais, assez rarement, cette surprise-là dans un roman n'arrive théoriquement pas pour l'auteur. Il explore des possibilités, mais il en choisit une. Oui. Alors que là, finalement, l'auteur d'un scénario de jeu de rôle, en tout cas, va devoir dire, ok, s'ils font ça, il se passe ça, s'ils font ça, il se passe ça. Est-ce que ça serait pas marrant, en fait, de mélanger aussi dans un atelier d'écriture, de dire, ok, on part d'une situation donnée, et puis au lieu de prendre une seule voix, on essaie de toutes les prendre. Ouais, sans doute. Mais j'ai l'impression que souvent les auteurs sont surpris par leur propre fonctionnement textuel. Oui. Oui, j'ai lu pas souvent, je suis pas mal d'auteurs sur les réseaux sociaux, et j'ai vu souvent passer la personne qui dit là, mon personnage vient de faire une connerie dans le roman que je suis en train d'écrire, j'avais absolument pas prévu ça, mais c'est génial. Et on a vraiment l'impression qu'en fait l'auteur est en train de suivre quelqu'un et de prendre des notes. Ça lui semble comme des évidences, en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait on s'aperçoit au bout d'un moment, quand on travaille sur un personnage, quand on a écrit déjà plusieurs scènes avec ce personnage, qu'on commence à un petit peu mieux cerner sa personnalité, et qu'on arrive à quelque chose, à un moment de choix, on se dit, mais par rapport à tout ce qu'il a fait avant, c'est logique qu'il fasse pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Et ça, c'est intéressant aussi. Après, là encore, il existe des accessoires, il y a ce qu'on appelait les whimsy cards il y a quelques années de ça, qui sont des cartes qu'on peut tirer au hasard et qui permettent de pimenter des éléments.
c'est aussi le principe de on va créer une histoire en prenant 5 mots au hasard et en partant là-dessus. C'est aussi des éléments qui peuvent être pris dans la pratique littéraire et qui existent aussi d'une autre manière en jeu de rôle. On a des jeux de rôle où, par exemple, on peut créer des personnages en prenant simplement des descriptions. Puis c'est vrai qu'à ce titre, j'ai l'impression qu'il y a peu d'auteurs qui trouvent que leur fiction a suivi exactement ce qu'ils avaient prévu au départ et puis qui ne se sont pas fait surprendre en route. Sinon, c'est chiant d'écrire, tout simplement. Enfin, ça dépend. Il y a des auteurs qui font des plans. Oui. Des plans avec des majuscules. C'est vraiment... Mais ça, c'est très 19e siècle comme conception, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça se fait tant que ça encore aujourd'hui. Ça se fait encore. Alors après, je n'ai pas de statistiques sur qui fait des plans et qui va YOLO, mais j'ai l'impression que ça a l'air de se valoir un petit peu, quoi. Il y a beaucoup de gens entre les deux, je pense. Et je me disais aussi que dans les pratiques proches de cette question de l'autorialité un peu partagée comme ça et de pratiques collectives, il y a aussi la dynamique des scénarios de séries à l'américaine où un groupe crée une série ensemble et puis j'imagine qu'ils doivent aussi avoir des méthodes presque rôlistiques en fait dans la répartition de leur prise de décision ou autre. Et de la même manière, le théâtre improvisé aussi. Il y a des spectacles improvisés qui sont plus longs que simplement une impro de 3 minutes, qui font des fois des spectacles d'1h30, donc qui mêlent aussi ces méthodes-là, j'ai l'impression. Je sais pas si... Je suis pas expert, mais effectivement, j'imagine qu'il y a des méthodes. J'imagine qu'il y a... Je sais qu'il y avait eu un spectacle dont vous êtes le héros là, à Lausanne il y a peu de temps par un des grands maîtres de l'improvisation. Mais voilà, on s'éloigne un peu de la création littéraire, mais j'imagine qu'il devait avoir une méthode en créant le truc. Il y a 2-3 éléments qui viennent peut-être pas forcément du théâtre d'improvisation, mais plutôt du grand art nature, qui servent à sécuriser les parties de jeu de rôle. On parlait de la carte X, qui est un grand classique, qui est plus ou moins le bouton d'arrêt d'urgence de la partie, s'il y a vraiment un gros malaise autour de la table. En général, ce genre de choses, ça se résout par la parole. Quand on est entre personnes qui se connaissent, on va dire « attends, là, tu vas trop loin ». Mais il y a des fois où on peut simplement pas. Et la présence d'une carte sur le truc qui dit « n'importe qui peut appuyer, on arrête, on regarde ce qui ne va pas, on passe à autre chose, etc. » Ça permet de ça. Il y a aussi d'autres méthodes, il y a les voiles et, je ne me souviens plus, là je regarde peut-être Olivier qui s'en souvient mieux que moi, le système des voiles et je sais plus, mais enfin aussi qui permettent soit d'aller plus loin dans une thématique donnée, soit au contraire de ralentir. Il y a plusieurs... C'est comme la télécommande, tu as pause, ralenti, accéléré. Je ne me souviens plus du dernier, mais l'idée c'est que si quelqu'un est mal à l'aise, on peut aller plus vite sur ce qui le rend mal à l'aise. Ou alors on peut ralentir pour voir si l'élément qui met mal à l'aise va se réaliser et donc passer à autre chose. On peut annuler l'élément qui a dérangé, ou bien on peut reprendre. Bref, il y a des méthodes qui existent dans le cours de partie pour pouvoir changer un petit peu le déroulement si on pense que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Mais ça, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la construction de la narration elle-même ou bien au niveau méta, que si les joueurs se sentent mal eux-mêmes en tant que personne par rapport à un événement de... Alors je dirais que c'est surtout méta. C'est surtout s'il y a un malaise, si par exemple, j'en parlais récemment avec quelqu'un qui disait, je me suis retrouvé à faire un scénario qui parlait de la mort d'un enfant, j'avais autour de ma table quelqu'un que je connaissais depuis des années, mais qui venait de perdre un enfant et ne le savait pas. Et je me suis retrouvé avec un joueur en PLS, quoi. Et même si c'était quelqu'un qui connaissait depuis longtemps, ce genre de choses peuvent arriver. Et là, c'est vraiment au niveau méta, on va dire. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé à un niveau moins méta. Si par exemple on a l'impression que son personnage pourrait faire plus dans la scène, on peut aussi l'indiquer. Il y a des outils qui permettent de l'indiquer. Maintenant, j'ai plus les termes en tête, mais c'est des choses. Mais ça, en fait, finalement, là, on parlait au départ de la X-Card comme outil de sécurité émotionnelle, mais là, finalement, ce que tu suggères, c'est aussi vachement intéressant, c'est que ça pourrait être utilisé comme moyen, comme outil de création en cours de partie. C'est-à-dire, stop, moi, là, même, ça vaudrait le coup d'utiliser soit des gestes, soit des cartes différentes, en disant, ben là, j'aurais quelque chose à rajouter. En fait, que les joueurs prennent l'initiative de la co-création à un moment donné. Peut être pas mal. On parlait des Whimsicard, et là je me tourne vers mon collègue San de 2D sans face. On pourra parler du jeu Itrasby, qui est un jeu norvégien, et qui a comme mécanique de jeu, enfin plusieurs mécaniques de jeu, mais il y en a une, ce sont des cartes qui permettent de changer radicalement pour une scène le cours de la partie.
Quand je dis radicalement, c'est par exemple, vous prenez votre feuille de personnage, vous la passez à la personne, au joueur à votre gauche, y compris le meneur de jeu. Donc pendant une scène, le meneur de jeu est un joueur comme les autres et un autre joueur devient meneur de jeu. Ça, c'est aussi des éléments qui peuvent influencer le cours de la partie, qui sont aussi des choses qu'on pourrait imaginer dans un atelier de création où, hop, tiens, c'est toi qui as le contrôle de la narration pour les 15 prochaines minutes. Et puis, du coup, je me demandais aussi par rapport à... Donc toi, tu as écrit des jeux pour des enfants. Est-ce que tu as été MJ aussi pour eux ou Oui. Et du coup, comment ça se passe pour, justement, à la fois poser la question de l'horizontalité du groupe, comment les enfants réagissent à ça Alors, j'ai un peu de mal à être en complète horizontalité au niveau de la création, parce que je dirais que des enfants, en plus ils sont jeunes, plus ils ont besoin d'une autorité parentale, je dirais pratiquement. Donc c'est vrai que Sorcière et Sortilège, j'ai fait pour les libérer la parole par un système d'ingrédients. En fait, c'est tout simple. La feuille de personnage, c'est une espèce de damier où il y a 4 couleurs de cases, donc 4 types d'ingrédients, des verts, des rouges, des noirs et des bleus. Et lorsqu'ils arrivent dans un environnement, en tant que MJ, je leur dis, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans cet environnement ? Quels ingrédients sorcières vous trouvez dans cet environnement ? Alors, des ailes de chauve-souris, de la poudre de perlimpinpin, machin, je leur donne des petits jetons. Et donc, pour le but, eux, ils voient que je leur donne des jetons pour qu'ils puissent lancer des sorts. Mais en réalité, ce que je fais, c'est que je leur donne le contrôle de la narration pour qu'ils puissent prendre le contrôle de l'environnement dans lequel je les ai placés, s'y attacher, co-créer. Donc ça, c'est ma manière d'arriver un peu à une co-création avec des enfants. Parce que c'est simple, je ne vais pas leur demander, donne-moi un concept, fais-moi en métaphore le truc. Non, je leur dis, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans tel environnement, qu'est-ce qu'on trouve dans un marécage, qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt. Ça reste à un niveau très simple, c'est des niveaux qui peuvent s'approprier avec leur imaginaire un peu fantastique ou en restant dans le réel. Donc moi, c'est le moyen que j'ai trouvé, en fait. C'est le moyen que j'ai trouvé pour les amener. Comment ça se passe en réalité ? Ça dépend des âges. De 4 à 8, c'est vrai que, alors 4, tu as dit que c'était à partir de 4 ans, Fiona, en fait c'est pas vrai, c'est à partir de 6, 4 vraiment je m'y hasarderai pas, et de 6 à 8 je le fais qu'avec des gamins que je connais, parce que c'est très dur de libérer leurs paroles. À partir de 8, je peux me permettre de faire avec selon la maturité, ça peut être des pré-ados. Il y a un temps de chauffe, ils vont être timides, mais par contre, une fois qu'ils sont lancés, c'est inarrêtable, un gamin. Et justement, tu as l'impression qu'ils ont tendance à se partager la narration, ou bien il faut que tu luttes pour qu'ils se l'accaparent pas tour à tour. Ça dépend des groupes, ça dépend des personnalités, mais souvent, mon rôle, il consiste à équilibrer les temps de parole, mais pas non plus à lisser complètement, parce que quelqu'un qui serait timide et qui aime bien avoir la posture d'observateur, il faut respecter ça. Quelqu'un qui, au contraire, est leader, c'est beaucoup d'empathie et de juger, tout le monde a le droit à la parole, mais il faut que ça soit aussi en fonction des besoins, des désirs, et enfin, c'est du jonglage un peu avec des billes enflammées. C'est un peu pas facile. Mais ouais, c'est intéressant comme question. Je n'avais pas conceptualisé des trucs comme ça, mais ouais. Tu as déjà fait des ateliers d'écriture ? Je te renvoie la question. Est-ce que tu as déjà fait des ateliers d'écriture avec des ados, des enfants ? Non. À tester ? Ouais, à tester, clairement. Ouais. Quel challenge tu verrais ? Parce que là, on arrive à un autre niveau. Si c'est de la création, là, ça serait peut-être pas de la création littéraire, mais plus du conte ou de la... Ouais, ou pas forcément. Mais j'ai l'impression que ce serait plus de les garder dans... Enfin, c'est ce que j'entrevois, mais je travaille pas vraiment avec des gamins, donc je sais pas trop. Mais c'est qu'ils ont cette capacité à tout concevoir, à faire tout, quoi. Enfin, avoir un esprit qui est vraiment en arborescence, en connexion. Et donc, j'ai un ami d'ailleurs qui est dans l'atelier d'écriture qui lui a fait un film avec des gamins, puis il disait mais c'est impossible de leur faire garder une cohérence intrinsèque parce qu'ils partent dans tous les sens, puis du coup j'aurais l'impression que l'idée la difficulté serait plutôt de les canaliser dans un récit cohérent parce que leur personnage pourrait vouloir faire tout et n'importe quoi, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a cette ivresse un peu des rôlistes débutants qui ont envie de tout faire et je me demandais comment vous gérez ça au début de ce côté genre Je suis pas sûr de comprendre la question, c'est-à-dire des rôlistes débutants qui ont envie de tout faire. Je sais pas, mais j'imagine que quand tu découvres le jeu de rôle, t'es un peu là genre alors je suis dans un bar, je vais faire je sais pas, t'as envie de discuter avec tout le monde du bar ou t'as envie de... J'ai des anecdotes, pas piquer des verres avec des gamins qui se mettent à faire n'importe quoi. Ouais, c'est difficile. Puis tu finis par pas faire avancer l'histoire, en fait.
Je joue assez peu avec des enfants, donc je peux pas vraiment dire. Généralement, les jeunes joueurs avec lesquels je joue, c'est déjà des ados, 14, 15, 16 ans. C'est rare que je joue avec des gens plus jeunes Ouais, que mais ça. même des adultes débutants. Oui, alors souvent, il y a le côté intimidant. Moi, j'ai souvent vu des joueurs débutants qui arrivent à ma table, qui voient la feuille de personnage et qui sont un petit peu... Et puis, à un moment donné, il y a un déclic. Alors, des fois, le déclic, il vient après 2h30 de jeu sur 3 heures de partie. Un peu embêtant, mais ça arrive. Et des fois, ça vient tout de suite. Est-ce que tu as des trucs pour le provoquer, ce déclic? C'est une question intéressée. Oui, non, pas vraiment en fait. Bon, là récemment, je joue surtout à Freak School, qui a une mécanique de jeu qui est basée sur le travail d'équipe. C'est pas des personnages individuels qui vont résoudre des actions, c'est une équipe de jeunes héros qui vont se retrouver face à une adversité. L'adversité, ça peut être le gros monstre braveux dans les souterrains, ou le devoir de chimie à rendre pour avant-hier, ou une porte fermée qui compte, derrière laquelle il y a la solution du devoir de chimie. Mais du coup, tous les personnages de l'équipe sont censés faire quelque chose pour arriver au but. Donc la parole se déclenche un petit peu naturellement. Et comme en plus, je joue souvent un scénario dans lequel la création de personnages se fait de façon collective, ça vient un peu naturellement. Parce que comme les joueurs vont créer leurs personnages, alors je sais que généralement quand on fait des parties d'initiation, on a des pré-tirés. Là, on a pris plus ou moins le parti inverse, qui est justement de laisser les joueurs créer leurs personnages, avec des méthodes assez simples, avec des systèmes de tables aléatoires assez rigolotes s'ils ont envie de l'utiliser, mais s'ils n'ont pas envie d'utiliser la table aléatoire, ils choisissent. Mais ça permet en fait que le joueur prenne possession de son personnage, sente que c'est vraiment son personnage, et pas un truc qu'il a récupéré au random. Même si des fois il l'a tiré en random, et ça facilite aussi la prise de parole, parce que comme on a déjà réfléchi à quel genre de personnage on a déjà une idée de ce qu'il peut faire, ou de ce qu'il veut faire. Mais est-ce qu'il y a des fois, est-ce que vous vous amusez aussi à faire sortir les gens de leur zone de confort et à vous passer les personnages, comme tu parlais de ce jeu, ou de cette possibilité de faire tourner les rôles? Est-ce que vous l'exploitez vraiment? Parce que j'ai l'impression que en atelier d'écriture, quand j'essaie de faire ça, c'est compliqué, mais c'est chouette aussi, dans le sens où ça enrichit le texte. Et puis en même temps, il y a le risque de, finalement, si on se passe tous les personnages, de niveler les styles, les singularités de chacun. C'est un peu à négocier. Alors déjà, le passage de personnages, ça dure une scène. C'est vraiment ce genre de choses, c'est prévu pour être un truc temporaire. Donc ça a duré 5-10 minutes. Après, alors comme je joue beaucoup en convention, avec des gens que je ne connais donc pas, les faire sortir de leur zone de confort, c'est moi qui sors un peu de ma zone de confort. Je suis pas vraiment là pour ça. Avec des gens que je connais, on a tendance à jouer de façon un peu plus casual, un peu plus relax. Là, je peux me permettre des choses, mais même comme ça, c'est pas trop ce que je recherche moi. Je pense qu'il y a des jeux, mais je pense que c'est un peu anecdotique. Il y a des jeux qui mettent ça en avant, justement, des concepts un peu barrés, changer de personnage, machin. Mais j'ai l'impression que la grande majorité des joueurs de jeux de rôle, de ce que j'ai pu observer, ils se tiennent à leur personnage, c'est leur feuille de personnage. Il y a aussi le côté un peu progression du personnage, c'est-à-dire qu'il vit des aventures, on gagne de l'expérience, de l'équipement. Bon, ça c'est très basique comme façon de décrire le jeu. J'espère que vous en prendrez pas ombrage, mais je n'ai pas l'impression que ça soit si répandu que ça, d'avoir des concepts comme ça. Donc l'idée, c'est pas non plus d'apprendre cette abnégation, de laisser son... Je trouve intéressant. Le problème, c'est anecdotique actuellement, mais c'est dommage en fait, parce que j'aime bien l'idée. Il y a des concepts de jeu qui existent où finalement tu racontes une saga, c'est-à-dire sur une période de temps donnée, un peu à la manière que Frank Herbert a eu de raconter Dune. C'est-à-dire, tu as une période de temps extrêmement longue, il y a des personnages qui sont joués, et puis le scénario suivant va se passer 200 ans plus loin, donc il y a des personnages qui sont toujours vivants parce que voilà, c'est la magie du fantastique, mais il y en a d'autres qui sont remplacés. Donc là, ça permet peut-être à des joueurs finalement de s'intégrer dans une histoire, dans une saga, plutôt que dans un petit personnage. Le personnage reprend sa place de petite personne dans un fil historique qui est géant. Donc ça c'est ce genre de jeu que j'aime bien, par exemple. Il y a aussi, moi je citerai un jeu français qui est plus ou moins de la scène amateur, mais qui a quand même un assez haut niveau de production, c'est Sombre, de Johan Scipion, qui est un jeu dans lequel on va jouer les victimes d'un slasher movie.
Donc on est dans un film d'horreur, on va tous mourir de façon ignoble, et les particularités, c'est que parfois, il a tendance à prendre la première victime et à lui faire jouer le tueur. Et il a un autre truc très bien aussi, c'est que des fois il met une pile. Les feuilles de personnages sombres, c'est vraiment un petit carré comme ça, c'est génial. Ça c'est sombre zéro, ouais. Mais justement, ce qui est génial, c'est que c'est un petit carré comme ça qu'on tourne au fur et à mesure que le personnage prend des blessures, donc c'est hyper simple, hyper visuel. Il met un tas de ces petites feuilles de personnages au milieu de la table, et comme il dégomme les joueurs très très vite, et ben en fait, ils interprètent 4-5 personnages dans la même heure. Qui sont j'arrive, bam, non, dégommé, bon bah un autre. Donc c'est des concepts, ouais, il y a des concepts comme ça qui sont marrants. Qui existe, c'est pas la norme. Ouais, c'est vrai quand même que le concept, on va dire, central de la plupart des jeux de rôle, c'est qu'on va jouer des héros. Hein, on va jouer des personnages qui vont avoir qui vont être au centre de l'action, au centre de l'attention. Et du coup, c'est pas évident de lâcher ce personnage, outre pour une très bonne raison. Il y a aussi peut-être un truc dans le jeu de rôle qu'il faut noter, et qui n'existe pas, je trouve, dans le monde littéraire au moins, c'est que tu as des monuments qu'il est difficile de contourner. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de Lovecraft, on a parlé de Donjons et Dragons, de Tolkien. En fait, j'ai l'impression, perception encore une fois personnelle, que 70 à 80% des jeux pratiqués se situent dans ce triangle-là. Alors que la production littéraire, elle pourrait nourrir des milliards d'autres jeux. Est-ce qu'on on pourrait envisager, je sais pas, de jouer dans Notre-Dame de Victor Hugo? Il n'y a aucun jeu qui parle de ça. Jouer dans du Sous le soleil de Satan de Bernanos. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui pourraient être vachement intéressants. Je parle pas de faire Proust RPG, là, sinon on se tirer une balle, mais il y a quand même des trucs. J'adore. Ça pourrait être un concept, mais je pense que je ne ferai pas plus d'une partie. Mais il y a un auteur que j'adore, par exemple, c'est Arturo Roberto Pérez, qui a écrit Le Club du Mât, qui a écrit Capitaine à la Triste. Mais ça, c'est un auteur. Je comprends pas qu'il n'y ait pas des rôlistes qui sont emparés de ça, qui ont fait des univers. Il me semble qu'à la Tristé, je peux dire une bêtise, mais il me semble qu'à la Tristé, il y a un jeu de rôle espagnol qui existe. Ouais, mais amateur. D'accord. Mais tu vois, c'est des trucs. Ça aussi, c'est des monuments de la littérature. Je ne m'explique pas que ça ne devienne pas des monuments dans le jeu de rôle. J'ai assez envie de jouer à Good Society dont tu parles, ça a l'air assez cool. mais oui, c'est vrai qu'à ce titre, j'ai l'impression qu'il y a un truc chouette avec la pratique d'atelier d'écriture, c'est que tu peux vraiment créer l'univers pour le coup. Et tu peux prendre la place d'écrire une description ou même de faire circuler un texte où il n'y a pas de narration, il n'y a pas de personnage. Et puis finalement, on est juste sur le mode exploratoire, du lyrisme ou de l'essai, ou sur autre chose que le récit, quoi, tout simplement. Et puis et où on peut prendre le temps de faire un peu n'importe quoi et de créer des univers qui sont incohérents ou qui sont... Enfin, faire des choses qui ne marchent pas, en fait. Alors, j'ai une question un peu tricky pour toi, Alice. De ton expérience, de ce qu'on vient de dire du jeu de rôle, est-ce que tu arriverais à me citer une œuvre qui serait potentiellement intéressante à faire en jeu de rôle? Un truc qui t'a marqué? Je peux garder cette question pour dans genre 2 minutes, juste le temps que et puis j'essaierai de répondre. Mais je sais pas si... Mais alors, je pose la question à toi, Stéphane. Alors c'est marrant, on m'a posé la question pendant Octogone, donc une convention lyonnaise en octobre, et j'ai été un petit peu incapable de répondre aussi. Là comme ça, je vois pas. En fait, quasiment tous les univers que j'aime bien ont déjà été traduits d'une manière ou d'une autre en jeu de rôle. Ou alors c'est des trucs qui sont extrêmement bateaux et qu'on peut assez facilement... Je n'irai pas jusqu'à dire tu prends Cthulhu et t'adaptes, mais enfin il y a des mécaniques de jeu qui collent assez facilement. Il suffit juste de transposer, de décalquer l'univers. Il y a pas de... Alors on avait parlé un petit peu du système Matter. C'est aussi un des trucs intéressants, c'est quand on écrit un jeu de rôle, on essaye de faire en sorte, c'est toujours intéressant de faire en sorte d'avoir des mécaniques de jeu qui collent avec l'univers en question. Par exemple, le truc quand on parlait de Cthulhu et de la question des gens qui jouent bourrin à Cthulhu, c'est aussi un système de jeu dans lequel, bêtement, ils ont donné des points de vie aux monstres. Et ça, c'est une règle qu'on connaît depuis Donjons et Dragons. Si vous donnez des caractéristiques, les joueurs vont essayer de le buter. C'est une évidence. Donc même si Cthulhu a 4 milliards de points de vie, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui vont tirer dessus pour essayer de faire 4 milliards de dégâts. Ça, c'est...
Et du coup, en fait, j'ai un peu envie de répondre à peu près n'importe quel auteur dont les œuvres évoluent dans un univers un peu commun, qui aurait une espèce d'unité. Un mythe, en fait. Peut-être, ouais, ou même pas forcément, mais juste une vision du monde. Enfin, le truc le plus évident auquel je pense maintenant, parce que j'ai travaillé dessus, puis qu'il a parlé de Lovecraft, c'est Welbeck. Je trouverais assez cool d'avoir un héros Welbeckien, puis de devoir le faire survivre juste à la dépression, et puis quand même coucher avec des meufs entre deux. Un truc un peu sordide. En fait, ce serait survivre dans notre monde contemporain, quoi. Du point de vue d'un homme lambda, cisgenre, un peu nul, quoi. Enfin, je trouverais ça trop cool, en tout cas, d'un point de vue strictement personnel, de voir ce que ça doit être d'être... Bref. Alors, ça pourrait être un crossover entre Raoul et René, deux jeux de rôle qui sont basés sur des prénoms. Donc, Raoul, le jeu de rôle qui sent sous les bras. On joue des beaufs moyens, parce qu'ils vont au camping et des choses comme ça. Et René, le jeu de rôle romantique, qui est basé sur l'œuvre de René de Chateaubriand, où on va jouer des gens dont les caractéristiques sont rage, désespoir et vieillesse ennemie. Alors que dans Raoul, c'est gras, moelle et culot, je crois, les trois caractéristiques. Ouais. Pour situer les différences. Donc ça a l'air pas mal. Ouais. Non, mais ouais. Alors, après, le souci, c'est que les œuvres de Welbeck parlent d'un personnage. Donc et justement, le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui est assez social. On ne va pas jouer à un joueur, un MJ. Il y a des jeux comme ça, mais il y en a quand même assez peu. On est toujours des groupes entre 3, 5, 6 personnes qui vont se retrouver. Alors, par exemple, imaginons un Welbeck JDR, qui vont être... Mais non, je suis pas d'accord, parce qu'il y a des jeux où tous les joueurs jouent un seul personnage. Je prends Bluebird Bride, oui. Il y a Tout le monde est John, et il y a ce genre de concept où en fait chaque joueur joue une facette du personnage. Donc là, ça pourrait typiquement s'adapter. On pourrait même imaginer un Vernon Subutex RPG ou ce genre de truc. Et on a fait ça en atelier d'écriture en fait. Enfin, il y a eu des sessions où, après avoir fait un atelier d'écriture où chacun était une voix d'un personnage, on en a eu marre de cette méthode, puis on s'est dit, on fait tous, on a un personnage commun, qui en l'occurrence s'appelait Arsène, était un célibataire quarantenaire qui bossait au musée Tussaud, et puis on écrivait sa journée, et chacun avait une partie de sa journée qui était en plus alliée à une partie du corps, donc finalement ce pauvre Arsène est devenu une espèce de tas d'organes qui lui faisait plus ou moins souffrir. Ouais. Je t'avais dit que c'était un peu Marie-Chelle, ce que vous faisiez. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Mais je sais pas s'il y a des questions du reste de la salle en fait. Oui, bien vu, bien géré pour le temps, parce qu'on a 4 minutes encore. Oui, la seule chose, c'est que... Faut penser... On a 4 minutes, donc je pense que c'est le moment des questions. On peut déborder un petit peu sur, mettons, vers 5, ça va comme ça pour toi? Je pense 10 minutes de questions, c'est pas... Donc, oui, le danger, c'est que si je me fonds sur ce que j'ai écrit sur mon ordinateur, j'ai 8 questions, juste moi. Je suis très content parce que comme il y a Dune qui va sortir en 2020, je pense qu'on va avoir pléthore de créations entre jeux vidéo, jeux de rôle. Je pense qu'en 2021-2022, ça va pleuvoir du Dune partout sur nous. Et ça, c'est très bien, quoi. Bon, du coup, j'y vais avec la plus ridicule que j'ai pu trouver, qui est, en fait, ça fait un petit peu penser au porno. Si on y a pensé, c'est qu'il existe déjà. Ouais, 34. Est-ce qu'il existe des choses inadaptables, des œuvres littéraires qui seraient inadaptables, finalement? Est-ce qu'en poussant avec beaucoup de mauvaise foi, voilà, on peut faire tout, en fait. Du Finnegan's Wake, jeu de rôle. Voilà. Je crois que j'ai vu passer un Ulysses RPG, donc quelque part... Non, mais vraiment. De Blenner's RPG. J'en suis pas 100% sûr. Mais... Après, l'intérêt sera peut-être pas égal entre les différentes créations, mais moi je suis convaincu que oui, on peut tout adapter. Après, je dirais pas que je ferai une campagne intégrale de James Joyce. On peut tout adapter, on ne doit pas tout adapter. Datez-vous, ça fera un bois. C'est bien qui décide. J'entends le Il y a encore un petit aspect de la création que je vois encore, c'est après la partie de jeu de rôle, ce que j'ai fait avec d'autres en fait, raconter la partie, rédiger au propre, sur un blog par exemple. Alors ça n'intéresse que les 5 personnes qui ont fait la partie, c'est insupportable de lire les parties des autres. Et puis, mais je trouve que c'est aussi une partie de, c'est pas littéraire, mais de création. C'est de remettre de l'ordre dans le sortage à 4 de notes pour re-raconter l'histoire qu'on vient de vivre aux gens qui n'ont pas forcément écouté parce qu'ils étaient allés chercher la première ou quelque chose comme ça. Moi, je ne sais pas si vous avez un retour sur ça. Il y a un certain nombre
de séries, de films qui sont en fait des histoires de jeux de rôle qui ont été transposées. Alors, il y en a beaucoup qui sont mal transposés, hein, mais il y en a d'autres. Par exemple, si on prend The Expanse, la série de SF américaine, vous savez peut-être pas que ça à la base c'était une partie de jeu de rôle. Ah, voilà. Ça explique beaucoup de choses. Explique... Moi j'ai tendance à penser que les bonnes parties de jeux de rôle font des mauvais récits au final, mais après... le problème, c'est que c'est différents médias. Et j'avais assisté à une conférence qu'avait donnée Pierre Pével au Chimériade il y a quelques années de cela, où il était avec Stéphane Marsan de Brajlon. Ils expliquaient un petit peu les caractéristiques du mauvais roman rôliste. C'est le roman où le premier chapitre, on va avoir la description du personnage qui rentre en ville, on a la description de toute la ville, et alors à la fin du premier chapitre, il arrive devant le roi. Pendant tout le premier chapitre, il ne s'est rien passé. Ça, c'est un mauvais roman rôliste. On a eu une superbe description de l'univers, mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais voilà, on est dans des médias différents. Il faut savoir comment fonctionne une partie de jeu de rôle. Une partie de jeu de rôle peut se permettre d'avoir une longue période d'introduction où les personnages vont faire connaissance un petit peu, etc. Dans les romans, il vaut mieux quand même partir assez rapidement sur l'action pour essayer de poser un petit peu comment fonctionnent les choses, dans quel genre de situation on est, etc. C'est un petit peu comme ça. Alors, après, il y a d'autres trucs. Maintenant, on voit arriver les actual plays, qui sont... Alors là encore, c'est un autre média, c'est de la vidéo. Qui sont donc des parties de jeux de rôle qui sont filmées et qui sont suivies par pas mal de gens. Et puis, je parlais de Falkenstein. Château Falkenstein était un jeu dans lequel on va jouer des gentilshommes et des dames de bonne famille de l'époque victorienne. Enfin, généralement, c'est l'idée. Et alors déjà, ils avaient une idée assez rigolote au niveau de la mécanique, c'est que les dés, c'est vulgaire, donc on joue avec des cartes de bridge. Mais l'autre idée qu'ils avaient qui était aussi intéressante, c'est qu'ils encourageaient les joueurs à écrire le journal intime de leur personnage. Et peut-être pour faire le parallèle avec l'atelier d'écriture, la dernière fois qu'on a écrit en commun, on était super contents de notre histoire, parce qu'en une heure, on avait une histoire complète, ce qui était déjà super. Et on l'a lu à l'autre groupe, parce qu'on s'était séparés en deux groupes, et on s'est aperçu que c'était assez illisible, parce qu'on avait toute cette méta-narration qui avait été alimentée par nos inputs, c'était super, mais cette inclusivité et cette collectivité de la pratique, en fait, avait abouti à quelque chose qui était très incohérent. Et il aurait fallu retravailler, implémenter des passages descriptifs, changer le rythme, etc. Et puis niveler les voix. Et puis une autre expérience aussi peut-être à ce niveau-là, c'est en ce moment on est en train d'essayer de faire un recueil, j'ai déjà fait ça avec un autre atelier, de faire un recueil des textes, et un truc dont je m'aperçois qui marche bien, c'est d'expliciter la manière dont les contraintes ont été posées, et comment est-ce que ça s'est passé entre nous, et puis d'avoir en fait une espèce de préface pour chaque chapitre des contraintes, parce qu'en fait ça met en scène cette ludicité, enfin cette dimension de jeu qu'il y a dans nos contrats en fait entre nous, et que le lecteur aime bien en fait, parce qu'il y a un peu ce côté si jamais on a produit des textes que vous aimez pas, c'est pas simplement un recueil de nouvelles ou voilà, mais c'est aussi parce que on a dû faire avec cette contrainte, et que du coup cette mise en évidence du contrat, du pacte d'écriture épouse le pacte de lecture et trouve un truc chouette à vivre pour le lecteur en fait, j'ai l'impression aussi. Donc je sais pas si c'est une manière de répondre aussi à ce type. Moi, je trouve que c'est une super question, et je regrette que nous-mêmes on ne l'ait pas abordé, parce qu'en fait il y a tout un pan de ce qu'on aurait pu dire dessus qui est génial. Je trouve que ce que tu as parlé d'udicité, l'intérêt du jeu de rôle se situe justement dans certains limbes de l'esprit et des choix qui sont faits en cours de partie. C'est difficile à retranscrire à l'écrit. Je trouve que j'ai déjà essayé de lire des comptes rendus de partie, et moi j'ai extrêmement de mal pour essayer de me mettre dans l'ambiance, mais il y a pire que ça. Je pense que Stéphane, toi qui as fait beaucoup de conventions, c'est le mec qui vient te raconter ses parties. Ça c'est le pire. Un mec qui te tire la jambe pendant une demi-heure pour dire que son épée plus vite, elle a terrassé le troll d'un seul coup. Arrêtez. C'est limite un lieu commun du milieu du jeu de rôle. Mais ça, c'est laissez-moi vous parler de mon personnage. Là, c'est la X-card tout de suite. C'est pas possible. Et dans la vraie vie, on devrait interdire ce genre de comportement. Non, alors là c'est vraiment l'illustration la plus parfaite que voilà, une partie de jeu de rôle, ça se situe dans des zones de l'esprit qui sont bien au moment où tu le joues. Et puis, c'est difficile de le raconter, ou alors il faudrait trouver une nouvelle manière de le raconter. Mais par contre, les bandes dessinées souvent satiriques qui racontent le déroulement de la partie de jeu de rôle lambda, je trouve ça très drôle. Alors, est-ce que justement ça raconte une vraie partie de jeu de rôle, ou est-ce que c'est romancé, est-ce que c'est lissé, comme disait Alice? Je pense qu'il y a un travail de réécriture derrière, parce que franchement...
pas peut-être trop déborder, parce qu'on donnerait la parole à toi qui lève la main depuis le début de l'émission. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, rapidement, vous parlez des adaptations en fiction des parties de jeux de rôle. Quel est votre point de vue sur vraiment les romans? Moi, je lisais beaucoup quand j'étais adolescent les Dragonlance, c'était des histoires de Drizzt et tout, qui sont quand même basées sur des univers rôlistes à la base. Je les ai pas lus en tant qu'adulte, donc je pourrais pas me prononcer sur leur qualité en tant que roman, mais est-ce que vous pensez que, sans que ça soit vraiment un mauvais blog post d'une histoire inintéressante, l'univers du jeu de rôle peut donner lieu à vraiment des vrais, avec guillemets, livres? Ah ben oui. Mais carrément, je parle pas pour ma propre paroisse, hein, mais je pense sincèrement qu'on peut le faire. C'est dommage que Axel soit pas là parce qu'elle aurait pu parler des Champs de l'Os, qui est effectivement qui est un petit peu entre les deux, parce que elle a créé. Oui, bah, c'est un petit peu entre les deux parce qu'elle a commencé, elle a pas encore fini d'écrire le bouquin qu'elle a déjà écrit le jeu de rôle, donc c'est quand même censé être une saga assez longue. Mais il y a beaucoup, effectivement, Dragonlance. Alors moi j'ai d'assez mauvais souvenirs, mais c'est tombé à un moment donné où je faisais une overdose de fantasy, donc je me souviens pas. Mais c'est des choses. Le problème, c'est que c'est des choses qui sont écrites comme des romans. C'est pas écrit comme des comptes rendus de jeux de rôle. Dragonlance, ça fait un peu partie du jeu de rôle à raconter. Hein. Drizzt, j'ai et ça passe bien. Très honnêtement, je trouve que ça passe bien parce qu'il y a un héros, il y a une cohérence, il y a un suivi. Mais Dragonlance, ça part dans tous les sens. Parce que tous les personnages sont les héros, il y en a 6. C'est difficile. Enfin, c'est mon avis. C'est peut-être aussi une différence, je me permets juste de dire, c'est peut-être aussi une différence entre les romans et les parties de jeux de rôle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les parties de jeux de rôle, il y a plusieurs personnes, et les romans, c'est souvent 1 ou 2, 3 protagonistes, c'est pas tant que ça. Si je peux juste conclure, reprendre sur ta question, je vous recommande de regarder, c'est une longue vidéo, la séance où j'avais invité Jean-Philippe Jaworski. Moi, je suis bon intéressant pendant un quart d'heure, en plus c'est lui. Vous tapez Kaira Jaworski sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez retomber dessus. Ça s'appelle Scénarisé en jeu de rôle et en littérature. Et la particularité de Jaworski est qu'il s'inspire énormément de ses parties, de son monde créé pour d'autres dragons, mais qu'il n'écrit pas comme un rôliste. Il n'est pas dans les travers du roman rôliste, parce qu'il n'est pas à chercher à équilibrer 4 ou 5 personnages. Il a un héros narrateur à qui il donne une personnalité extrêmement forte, et puis il est dans l'équilibrage très réussi à mon sens, des 3 niveaux qui font qu'en général la sauce prend bien, ce qu'on a dans le final du Seigneur des Anneaux ou du Retour du Jedi. C'est-à-dire le niveau individuel, la quête du héros qui aboutit, le niveau des interrelations proches, le groupe, la compagnie de l'anneau en gros, et puis le niveau macro avec le clash des grosses armées. Ce qu'on a rarement, parce qu'on est toujours sur les 4 ou 5 héros qui se partagent de façon équitable la parole dans le roman rôliste un peu caricatural. Laurent qui pour Dragonlance, ce qui est un peu particulier, c'est qu'en fait, ils font la campagne en même temps que les livres parce que c'est une stratégie marketing là aussi de la part de TSR, hein, c'est-à-dire ils vont sortir les deux ensemble et c'est reviver les aventures de vos héros. Et du coup, ça donne cet aspect parce qu'il y a la campagne aussi à vendre derrière. Hein. Donc ça, il ne faut pas oublier cet aspect commercial-là. Et je pense que Rice et Hickman ne sont pas des mauvais auteurs, mais c'est vrai que si on prend la suite, en fait, par contre, les créateurs originels, souvent, puis des fois, des suites qu'il peut y avoir, là aussi, c'est fait pour vendre, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleure qualité dedans. Et c'est la différence avec les romans sur Drizzt. Drizzt n'est pas destiné à devenir un personnage joueur pour les royaumes oubliés, ça fait plus partie du métaplot. Et en fait, ils ont changé de stratégie commerciale un petit peu avec les royaumes oubliés parce qu'ils développent les romans pour faire avancer l'univers, qui fait que d'édition en édition, le temps avance. Et ça vient compléter. Donc c'est pas la même stratégie que Dragonlance qui essaie de publier en même temps les trucs en parallèle. Hyper intéressant. Puis ça explique beaucoup de choses. Oui. Vous avez parlé à un moment, c'est une question triche parce que je viens de revérifier ce qu'était le principe de l'unplay, mais vous avez parlé de négociation. Vous avez parlé à 2 moments de négociation. Quand tu as dit on a décidé pour cette histoire de faire ça, comme ça, puis on a discuté de ça. Et à un moment tu as dit ma feuille de personnage. Et je me demandais dans quelle mesure l'écriture collaborative et le jeu de rôle sont différents du point de vue de cette négociation méta. À quel moment ce qu'on dit entre dans la diégèse? Et puis est-ce que c'est le même moment ou pas?
Je me pose beaucoup de questions à ce titre-là parce que pour moi, une des raisons pour lesquelles j'avais au début envie d'essayer cette question de l'écriture collaborative, c'est bon, pour plein de raisons en fait, créatives, etc., mais aussi pour me dire bon, comment est-ce qu'on crée une communauté en fait, sur le plan presque politique, tout simplement. Et du coup, comment est-ce qu'on fait circuler le pouvoir, comment est-ce qu'on génère une vraie horizontalité par en bas, comment est-ce que on peut créer des effets de groupe sans qu'il y ait des solidarités contre autrui ou qu'il y ait de leader ou autre, puis c'est super difficile. Donc très souvent, typiquement la dernière fois qu'on a essayé de faire une réelle négociation des voix, il s'est trouvé que c'était moi qui avais l'ordinateur et clairement j'avais du pouvoir à pouvoir décider de changer les formulations ou autre. Donc cette négociation-là, je la trouve difficile, elle se fait presque à un niveau... Est-ce qu'on peut mettre ton pouvoir de la personne qui a l'ordinateur en parallèle avec le pouvoir du maître de jeu? Non. Question suivante. non, je voudrais juste rebondir. Je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, dans un groupe de joueurs, et un lecteur de roman ne le ressent pas, mais je pense dans un atelier de coécriture, on le ressent, il y a des rôles qui sont distribués, des méta-rôles. C'est-à-dire qu'il y a les rôles qui sont autour de la table, et on va avoir le guerrier, le moine, machin, mais... les joueurs vont se mettre vis-à-vis de leur père dans un rôle aussi. Il va y avoir forcément le troll, il va y avoir forcément le bourrin. Les irrécupérables dans la vieille version de Cassius Belli l'avaient hyper bien montré parce qu'il y avait, comment il s'appelait, le personnage Mourad qui était toujours un peu en retrait, Benjamin qui était toujours le gros bourrin qui rentrait, et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était toujours le traître. Résultat, ces rôles-là existent, c'est-à-dire que quel que soit le jeu qu'on joue, il y aura toujours un qui va avoir tendance à justement jouer le fourbe, celui qui va être du clan la sombre à vampire, du clan des scorpions à des gens des 5 anneaux. Et résultat, en fait, en tant que MJ, moi j'essaie de repérer quels sont ces rôles parce que de toute façon, ils vont exister. C'est comme il y a une expérience qui avait été faite, une expérience scientifique sur des rats. Ils avaient réalisé que quand ils prennent 100 rats, j'aime bien, désolé, j'avais bien ce truc. Quand ils prennent 100 rats, quand on prend 100 rats, qu'on les isole, il y en a toujours 10 qui vont devenir dominants, 10 qui vont devenir soumis, 10 qui vont devenir, c'est pas les chiffres exacts, je m'en excuse, 10 qui vont devenir indépendants. Ils prennent les 10 dominants, ils les isolent, bam, les mêmes proportions qui reviennent. Il y a une espèce de structure sociale qui se met en place, quel que soit le groupe. Donc quand tu as un groupe de 5 joueurs, tu en auras un qui va devenir traître à un moment. Donc le tout, c'est soit tu donnes ce rôle... Donc ce que tu es en train de me dire finalement, c'est que toi, MJ, tu sais que ça va se passer, donc toi, personne qui a l'ordinateur, tu gères. Disons que ça s'anticipe. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Est-ce que tu l'as remarqué, toi, dans des groupes, t'en as un qui va être contre-productif un peu plus que les autres, l'autre qui va essayer de prendre le rôle de leader. Ouais, après, ce qui est difficile, c'est que soit tu essaies de faire... Enfin, soit tu mets un MJ qui contrôle, effectivement, quel qu'il soit, puis qui a cette instance politicienne, en fait, qui va gérer ta démocratie, soit, plus ou moins dictatorialement d'ailleurs, soit tu essayes de faire en sorte que le groupe prenne en charge ce changement des rôles, puis c'est super compliqué, ça prend du temps, et des fois ça peut aussi... Une fois, on avait fait un atelier d'écriture collaborative sur une semaine dans une maison, donc évidemment, ça permettait aussi de jouer collaborativement les problèmes qu'on avait au sein du groupe, et vice-versa. Ou alors, il y a encore des moyens de faire en sorte que ce soit le texte lui-même qui résolve le truc. Puis là, du coup, c'est moins communautaire comme écriture. Typiquement, justement, le truc du cadavre exquis, de faire tourner le texte, puis là, personne peut vraiment... ou alors c'est moins visible, c'est moins... Un peu, ouais, c'est moins conscientisé. Il y a aussi cet effet en écriture collaborative, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a aussi cet effet en écriture collaborative c'est typiquement le joueur, pendant que tous les autres sont en train de décider ce qu'ils sont en train de faire, c'est le joueur qui dit « moi je fonce ». Et une fois que c'est dit... l'effet Leroy Jenkins. Une fois que c'est dit, théoriquement, c'est dans la diégèse, donc il le fait. Ça dépend comment tu fais, mais à un moment, il y a aussi... Enfin, on est tous au cerf, et c'est ça qui me fascine, c'est la gratuité du geste, en fait. En fait, quand on a quand même ces mythes de l'auteur, où quand tu écris tout seul, ton œuvre est reconnue ensuite par les pairs, puis tu es un peu sacré dans ce que tu as écrit. Puis en écriture collaborative, c'est cette gratuité de tout le monde collabore à un récit commun sans en ressentir d'autre plaisir que celui de voir une histoire qui se crée sous ses yeux. Puis on n'a pas... on essaie de... Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement ce côté, genre, c'est moi qui ai écrit ce mot-là qui était super. Et du coup, des fois, il n'y a pas tout le monde qui a son personnage puis qui doit aller à son but. C'est le récit qui va d'une certaine manière, puis qui ne dépend pas que de ce que font les personnages, qui dépend d'une espèce de manière de le gérer ensemble. Après, il y aura peut-être des prises de pouvoir sur certaines formulations, sur... ouais, mais c'est pas tellement... de tirer la couverture à soi pour que son personnage s'en sorte mieux que les autres. Du coup, il n'y a pas cette dimension-là, effectivement.
Est-ce qu'il n'y aurait pas la tendance d'avoir des personnalités plus fortes qui essayent de prendre le contrôle du récit, pas forcément pour leur personnage, mais pour leur idée de là où devrait aller le récit? Ouais, un truc qui a été super difficile à faire plusieurs fois, c'est quand on s'est aperçu que des personnages étaient redondants, qu'il fallait les faire fusionner. Lequel tu t'abandonnes, quoi. Maintenant, gentiment clore, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre temps. Greg, tu levais la main déjà tout à l'heure, et en tant que co-organisateur, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Merci, du coup. Je m'inquiète d'avoir bien injustement ce privilège, et merci de votre intervention à tous les quatre. C'est vrai que, en voyant vos interventions, je me rends compte à quel point il était sain et fructueux, en effet, de mélanger des rôlistes avec des littéraires, et à quel point les ponts se créent, à quel point ça collabore. D'ailleurs, on a été très surpris avec Gaspard de voir que même avant cette rencontre, vous communiquiez déjà par mail sur comment ça allait se passer. Donc, merci Alice. Non, c'est